Bonsoir, nous vous remercions d'avoir été nombreux à vous enregistrer pour ce premier webinaire en français exclusivement dédié à l'Afrique francophone, dont la thématique est la suivante: l'assurance inclusive, un levier pour un développement durable en Afrique francophone. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rokhaya Kandji, coordonnatrice régionale pour l'Afrique francophone du Micro Insurance Network. Je vais démarrer ce panel en vous souhaitant la bienvenue et au nom de toute l'équipe du Micro Insurance Network, qui est aujourd'hui le plus grand réseau dédié à la promotion de l'assurance inclusive dans le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. L'objectif de ce webinaire qui nous rassemble ce soir est de clarifier les cadres opérationnels et d'identifier les actions concrètes pour lancer et faire évoluer les offres répondant aux besoins des populations africaines en matière de microassurance. Je ne pourrais donc démarrer ces discussions avec mes chers panélistes, à savoir M. David Akwe, M. Luc Noubissi et M. Meng Mustapha. Tout à l'heure, je reviendrai bien sûr sur leur présentation. Mais avant cela, je vais passer la parole à notre directeur exécutif, M. Mathieu Genazini. Donc, c'est le directeur exécutif du Micro Insurance Network, qui nous fera bien sûr l'honneur et le plaisir de nous présenter l'initiative et de revenir sur les chiffres clés et sur les activités de ce réseau mondial de promotion de l'assurance inclusive dans le monde. Cher directeur exécutif, vous avez la parole. Merci beaucoup, Rokaya. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire, premier webinaire qu'on fait en français. Comme Rokaya a mentionné, je m'appelle Mathieu Gensini, je suis le directeur du Microinsurance Network. Nous sommes une association à but non lucratif qui en fait regroupe des organisations qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'inclusion financière, avec le but de renforcer la résilience des populations vulnérables. On est une ONG basée à Luxembourg, mais on est assez présent à travers le monde, à travers ce qu'on appelle nos coordinateurs régionaux, dont Rokaya nous représente en Afrique francophone. On a trois personnes en Amérique latine, on a deux personnes en Afrique, dont Rokaya, et on a une personne en Asie. Et en fait, euh, avec Rokaya, on veut relancer notre présence dans la région et on veut vraiment augmenter et augmenter notre présence dans la région et s'assurer que les leçons apprises sont partagées, que les bonnes pratiques sont diffusées et vraiment de créer une communauté dans la région pour développer les partenariats afin d'augmenter l'accès à des services d'assurance. Donc, ce prochain slide, si je réussis à le faire, ce slide montre un petit peu où nos membres ils sont basés. Et comme vous pouvez voir, en Afrique de l'Ouest, on n'est pas très bien représenté. Et c'est quelque chose qu'on veut vraiment augmenter au fur et à mesure des années qui suivent. Et je pense avec l'appui de Rokhaya dans la région, on va vraiment pouvoir créer une communauté en Afrique de l'Ouest. Comme vous pouvez voir, en Amérique latine, on est assez représenté. Et la raison pour laquelle on est bien représenté, c'est on a recruté un coordinateur régional. Notre premier coordinateur régional, c'était en Amérique latine il y a 4 ou 5 ans. Et donc, on voit très clairement que le plus de temps qu'on passe dans une région, le plus de membres qu'on a et le plus de valeur on puisse offrir à nos membres. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut répliquer en Afrique
et après en Asie. Juste pour vous donner une petite idée sur qui sont nos membres et comment notre communauté a évolué à travers les années. Donc, sur la gauche, vous voyez la tendance d'adhésion au niveau des membres institutionnels. Jusqu'en 2024, on avait 110 membres institutionnels. Maintenant, fin de cette année, en 2025, on arrive à plus de 120 membres institutionnels. Donc, on a vu une croissance assez forte en 2025. Au niveau de qui sont nos membres, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et nous, on voit que la force du network, c'est vraiment la variété de nos membres. Donc, on a tout type d'institutions qui fait partie du network, que ce soit des assureurs qui représentent un quart de notre membership. Mais après ça, on a des fournisseurs de services techniques, on a des associations, on a des bailleurs, on a des agences de développement, on a des organismes de réglementation aussi. Donc, on a toute la gamme d'institutions qui sont impliquées dans cette thématique. Et c'est ça ce qui vraiment fait la force, parce qu'on crée une plateforme pour que toutes ces organisations puissent discuter, parler et partager toutes les informations nécessaires. Et sur la droite, vous voyez un petit peu la même chose du slide précédent, mais où sont basés nos membres. Et on voit que 30% sont en Afrique, 30% en Amérique latine et 30% en Europe et en Amérique du Nord, et puis environ 10% en Asie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut rééquilibrer dans le futur, mais on est bien représenté dans les différentes régions. Maintenant, si on veut regarder un petit peu les activités du network, et on fait une série d'activités que je ne vais pas aller dans tout le détail aujourd'hui, mais juste, on a divisé nos activités en 4 piliers, disons. Le premier, c'est au niveau de renforcement des capacités. Et ici, on essaye de renforcer le secteur à travers des groupes de travail, à travers des bourses, à travers des ateliers régionaux, vraiment de créer de la capacité dans les régions. Le deuxième pilier, ici on l'appelait compréhension du marché. Et ici, c'est un programme assez phare, ce qu'on appelle le Landscape of Microinsurance ou l'état des lieux de la microassurance. En fait, c'est un programme qui chaque année, collecte des données du secteur et les analyse et produit une publication que vous voyez là, qui s'appelle le Landscape of Microinsurance, ou en français, c'est l'état des lieux de la microassurance. Et ça montre un petit peu les tendances, les innovations qui se font dans le secteur à travers la collecte des données sur le nombre de personnes qui sont assurées, les réclamations, les primes et tout ça. Donc, c'est vraiment une base sur laquelle vous pouvez voir où va le secteur et où ça se passe bien, où ça marche très bien. En octobre, on a lancé le Landscape Microinsurance site web où vous pouvez aller chercher les données vous-même et faire votre analyse vous-même. Donc, vous pouvez cliquer sur un pays et voir, voir le nombre de personnes qui sont assurées, le nombre d'assureurs, les canaux de distribution, les différents produits. Donc, c'est vraiment une façon pour donner la pouvoir au public pour faire leur analyse eux-mêmes. Le troisième, c'est au niveau de plaidoyer et dialogue. Ici, on essaye d'utiliser notre plateforme pour vraiment diffuser et promouvoir l'importance de l'assurance inclusive à travers le monde, dans le monde de l'inclusion financière, dans le monde des régulateurs, de vraiment promouvoir l'importance de l'assurance inclusive.
Et le dernier, c'est tout ce qui est mise en réseau. Donc ça, c'est vraiment développer ce réseau, créer une plateforme pour que vous puissiez partager et parler. Et on organise des événements. Celui le plus reconnu, c'est la conférence internationale sur l'assurance inclusive, qui chaque année est organisée dans un continent différent. En 2026, ça va être au Rwanda en octobre, mais on organise aussi des conférences régionaux. Et notre prochaine conférence régionale, c'est au Togo, le 25 au 27 mars. C'est quelque chose qu'on est en train d'organiser et on va bientôt envoyer un save the date pour que vous ayez ça dans vos agendas. C'est en fait au Togo, juste après la conférence ou le 7e congrès actuarial africain qui se déroule au Bénin. Donc, on essaie de les mettre ensemble, ces deux conférences. Euh, donc, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai déjà dit assez. Je pense que je veux écouter nos panélistes et les discussions qui vont se poursuivre. Donc, Rokaya, merci pour cette opportunité. Ce slide vous montre un petit peu nos membres. Et ici, si vous voyez le QR code, c'est pour devenir membre, je pense, si je me rappelle bien. Oui. Oui, c'est ça. Donc merci. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je passe la parole à Rokaya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le directeur exécutif, donc, pour cette présentation du réseau. Euh, je m'en vais rapidement peut-être vous donner donc, quelques instructions. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous souhaitons la bienvenue. Vous pourrez, tout au long de nos échanges, adresser vos questions directement sur la partie Q&A, donc questions et réponses, juste en bas de l'écran. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les adresser et nous vous répondrons au fur et à mesure. Je vais commencer par Monsieur Noubessi. Monsieur Noubessi, est-ce que vous nous recevez? Oui, très bien. Très bien. Donc, Monsieur Lee Noubessi a plus de 25 ans d'expérience à différents postes de responsabilité au niveau du contrôle des assurances et de l'inclusion financière. Il a notamment conçu des solutions d'assurance innovantes pour les populations donc exclues de l'assurance traditionnelle. Il a également dirigé plusieurs projets de développement en Afrique et particulièrement au niveau de la CIMA. Il a joué également un réel rôle de modernisation de l'organisation à travers donc, la mise en place de la réglementation de la microassurance et bien sûr le renforcement de plusieurs partenariats à l'échelle internationale. Monsieur Luc Nobissi est également membre de notre réseau qui est le Micro Insurance Network et est l'actuel fondateur et directeur du Ubuntu Global et du Ubuntu Social Finance. Félicitations, Luc, pour cette innovation et ce nouveau projet que vous démarrez actuellement. Nous espérons en tout cas que l'aventure sera belle. Je m'en vais Merci beaucoup. Merci, Rokaya. donc ma première question, qui est aujourd'hui, en tant qu'expérimenté au niveau de la réglementation, donc des assurances, plus précisément au niveau de l'assurance inclusive. Quelles sont aujourd'hui les principales approches réglementaires donc, adoptées par les autorités de contrôle en Afrique francophone, en matière, bien sûr, d'assurance inclusive? Merci, Rokaya. Je vais peut-être mettre les pieds dans le plat rapidement en parlant justement de l'expérience de la CIMA qui a été créée en 1992 par la signature d'un traité entre 14 États francophones francophones pour la plupart, parce qu'il y a quelques États luxophones, la Guinée équatoriale et autres, mais ayant en commun l'usage du franc CFA. Donc, c'est une longue évolution et les États partis au traité CIMA, qui a aujourd'hui un peu plus de 30 ans,
se sont accordés pour donner au régulateur ou à l'organisation supranationale un mandat de développement de marché. Donc, l'une des premières choses qui est très importante, c'est que ces États, ou la plupart des pays francophones, ont fait le constat qu'il y a un énorme retard en termes de taux de couverture et de taux de pénétration de l'assurance. Et c'est là exactement que se trouve la problématique de l'inclusion financière ou en assurance. Donc, la toute première chose qui me semble très importante, c'est que dans le mandat du régulateur, il y ait effectivement cette mission, cet objectif de développer le marché et d'accompagner l'innovation. Ça a été reconnu au niveau de la CIMA et beaucoup d'autres régulateurs francophones africains ont également cette mission. Vous savez, les régulateurs ont généralement, pour la plupart, un double mandat, celui de développement du marché et celui de protection des consommateurs. Une fois que cette mission est actée, est bien ressortie dans les documents de base du régulateur, on s'accorde tous pour dire que la réglementation de l'assurance inclusive et dans beaucoup de pays, il s'agira de la microassurance, c'est-à-dire l'assurance destinée à couvrir les populations à faible revenu, doit s'appuyer sur les principes de proportionnalité. C'est-à-dire que il faudrait qu'il y ait des règles relativement allégées pour permettre justement que cette couche ou cette frange de la population peu ou mal servie soit effectivement couverte. Cela se traduit très souvent la question de proportionnalité, en tout cas dans le cas de la CIMA et de beaucoup d'autres pays francophones en Afrique, par des exigences de capital plus faibles, mais toujours adaptées à la taille, à la complexité et au profil de risque de l'assureur. Je vais ici, dans cette question d'introduction, ajouter deux autres éléments qui, de mon expérience, ressortent un peu dans la pratique des régulateurs pour encourager justement l'inclusion financière, l'assurance inclusive. Il y a ce que nous appelons régulièrement le sandbox, c'est-à-dire que des bacs à sable, la création des environnements contrôlés, mais assez souples pour promouvoir l'innovation. Je vais peut-être m'étaler dessus tout à l'heure, mais il s'agit aujourd'hui de près le constat que quand on parle d'innovation, le régulateur, tout comme les assureurs, entre dans un univers relativement inconnu. Et la logique voudrait que, avant de réglementer, avant d'encadrer, on ait quand même le temps de voir, d'observer. Et donc, les sandbox sont des environnements où le régulateur s'accorde avec les acteurs du marché, avec les assureurs ou les micro-assureurs dans notre cas, pour définir des règles assez souples pour accompagner cette innovation-là. C'est un peu dans une approche de test and learn, où tout le monde effectivement apprend. Mais il y a un minimum quand même de garde-fous qu'il faudrait mettre en place dans ce cadre-là. Et enfin, donc, je pense que on va s'accorder sur le fait que le décollage de la microassurance, nous l'avons déjà constaté lorsque nous parlions il y a à peu près 11 ans, 12 ans lors des Learning Sessions, des Microinsurance Learning Sessions que nous avons organisées à Douala au Cameroun en 2014, que le décollage allait beaucoup s'appuyer sur l'accès aux canaux alternatifs, notamment la téléphonie mobile et autres types d'agrégateurs qui n'étaient pas pris en compte dans l'assurance classique, l'assurance traditionnelle. Et je vais terminer par là en disant quand même quelque chose d'assez provocateur. L'assurance traditionnelle en Afrique a été très, très coloniale. Nous avons purement importé des modèles qui n'étaient pas les nôtres. Et j'aime souvent développer le contexte ou le concept de tropicalisation de l'assurance. Mais je pense que on devrait de plus en plus parler d'une assurance
postcolonial ou bien anticolonial aujourd'hui pour faire l'assurance africaine en intégrant justement, entre autres, ces canaux alternatifs, permettre aux mosquées, aux associations de villages, aux différents acteurs qui n'étaient pas souvent intégrés dans la chaîne, d'être également des distributeurs de l'assurance inclusive. Merci beaucoup, Luc. Vous avez anticipé sur ma deuxième question, naturellement, en vous demandant comment est-ce que vous gérez l'équilibre entre l'innovation, la protection des consommateurs, bien sûr les assurés, et enfin les particuliers plus vulnérables. Alors, j'ai effectivement anticipé et là encore, je vais revenir, je vais me redire sur deux ou trois points. Le principe de proportionnalité, par définition, vise justement à trouver cet équilibre-là. C'est-à-dire que on va sur le principe que les règles qui sont appliquées à une assurance traditionnelle, lorsqu'on on a affaire à des assureurs d'une certaine classe de la société qui savent lire, écrire, qui peuvent se défendre, ne peuvent pas efficacement s'appliquer pour des populations vulnérables. Donc, le principe de proportionnalité ici, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est d'avoir des règles allégées dans le cadre, par exemple, de la microassurance, le règlement que nous avons mis en place en 2012 dans l'espace CIMA. Nous sommes tombés d'accord qu'il fallait avoir des plafonds de garantie et ça c'est un autre débat qu'on va ouvrir tout à l'heure, ou des niveaux de primes plafonnés qui correspondent à la microassurance. Et lorsqu'on parle donc de ces niveaux de couverture relativement faibles, on peut également avoir un certain seuil de tolérance parce que le niveau du risque systémique est également faible. Mais de l'autre côté, on a également intégré toujours dans la proportionnalité l'idée que un contrat d'assurance peut, par exemple, être fait dans une langue locale. Et vraiment, le champ de l'innovation, c'est un champ infini. Je ne peux pas prétendre aujourd'hui connaître tout ce qui peut être imaginé, mais peut-être penser même aux contrats verbaux, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer qui permettrait d'appliquer ou d'adapter l'offre d'assurance à une couche vulnérable. Le deuxième point que j'ai justement évoqué, et ça va peut-être être une sorte de redite, ce sont ces canaux alternatifs. Euh, on a beaucoup cru, même si je suis un peu déçu, et je ne suis pas le seul à être déçu, parce que la promesse n'a pas, nous n'avons pas eu, les fruits n'ont pas suivi la promesse des fleurs avec le mobile insurance. Mais nous étions convaincus qu'avec le taux de pénétration du téléphone, de la téléphonie mobile en Afrique, euh, l'ouverture de la distribution de l'assurance à ce canal de distribution allait nous permettre d'observer un décollage significatif. Mais à ce niveau, je pense, il est peut-être trop tôt de tirer des conclusions, mais une chose qui est évidente, c'est qu'un mauvais produit d'assurance, s'il est distribué par la téléphonie mobile, il ne devient pas forcément bon. Donc, le produit d'assurance en lui-même doit être suffisamment adapté aux besoins de la population. Et là, ce serait difficile. Moi, je parle beaucoup plus régulateur aujourd'hui. J'ai été, dans ma première partie de ma carrière, côté assureur, j'ai développé des produits, comme tu l'as dit tout à l'heure, assez innovants. Et là, je vais tirer sur les assureurs qui, selon moi, manquent assez d'initiatives, d'innovation. J'espère que tout à l'heure, mes copanélistes me donneront la réplique qui va avec. Mais de ce côté, je pense que tout ce que le régulateur a à faire, c'est d'encourager ou d'accompagner cette innovation qui me semble manquer. On a toujours des mauvais produits. Et un des éléments sur le plan de la réglementation qui permet d'éviter ou de réduire le risque de mauvais produits, c'est la transparence. C'est la transparence, c'est de mettre en place des mesures réglementaires qui obligent les assureurs à être suffisamment transparents. Nous sommes quand même d'accord qu'un des points d'insatisfaction du public de l'assurance
en particulier dans la zone CIMA, c'est le sentiment d'avoir beaucoup de clauses obscures dans les contrats, des clauses, je me souviens encore un terme lorsque j'étais comme ça contrôleur, un assuré qui avait fait une plainte et il disait il est victime d'une entourloupe. Oui, effectivement, les assureurs, avec tout l'écosystème de l'assurance, apparaissent souvent comme des spécialistes d'entourloupe, des gens qui cachent des choses euh, aux assurés qui les ressortent seulement lorsqu'ils ne veulent pas payer les sinistres. Et c'est encore plus sensible lorsqu'il s'agit ici des populations vulnérables. Donc, voilà quelques éléments, Rokaya, que je peux évoquer pour le régulateur qui voudrait aujourd'hui trouver cet équilibre-là, c'est-à-dire d'un côté promouvoir ou faciliter l'innovation, mais de l'autre côté rester suffisamment prudent pour protéger les consommateurs ici, les populations à faible revenu. Merci beaucoup, Luc, pour l'intervention, pas des moindres. Nous attendrons tout à l'heure les réactions dans le chat, bien sûr, des assureurs qui nous suivent, donc dans différents pays de l'Afrique francophone. Je vais naturellement aller vers Monsieur David Akwe, qui est actuellement au Togo. Donc, Monsieur David Akwe est un courtier en assurance et spécialiste également en matière d'assurance inclusive. Il est le directeur de l'ORICA Assurance Conseil basé à Lomé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une grande expertise en micro-assurance et en assurance inclusive. Il développe également plusieurs solutions adaptées aux agriculteurs et au secteur informel. Il est là aujourd'hui également en tant que membre du Micro Insurance Network et il préside actuellement la Fédération togolaise des assureurs conseils FETAC. Donc, Monsieur Akwe, merci d'avoir accepté d'être dans notre webinaire cet après-midi. Merci, Rokaya. Bonsoir à tous. Bonjour à ceux qui sont toujours au matin. D'accord. Je rappelle, nous sommes là cet après-midi pour parler un peu d'une thématique qui nous tient à cœur, qui est le levier donc, de développement durable en matière d'assurance inclusive en Afrique francophone. Et ma première question, c'est aujourd'hui, en tant que assureur conseil qui a longtemps travaillé avec les agriculteurs, donc via l'assurance indicielle. Comment avez-vous réussi à aligner donc, les différents acteurs que sont les assureurs, les agrégateurs, l'État, les prestataires de services techniques et bien sûr les agritech? Alors, d'abord, l'idée est partie du principe qu'il faut, nous, assureurs, euh, aller vers les communautés et trouver des solutions concrètes à ces communautés, leur fournir des produits d'assurance qui soient vraiment adaptés à ces communautés. Comme Luc l'a dit tout à l'heure, il s'agit de revoir l'assurance à travers nos réalités. Et le projet est parti de là et il a fallu aller dans ces communautés pour faire des enquêtes et essayer d'évaluer le besoin en termes de couverture en assurance. Donc, un projet pilote une étude de faisabilité a été engagée, déjà pour démontrer à tous les parties prenantes, à tous les partenaires potentiels qu'il y a un besoin. Il faut démontrer ce besoin-là, il faut le quantifier, il faut faire des analyses pour démontrer que des solutions d'assurance euh, peuvent répondre à ces besoins-là. Et les résultats de cette étude de faisabilité ont été partagés avec les assureurs, euh, tous les acteurs de la chaîne de valeur, qu'il s'agisse du secteur public également. Et un projet a été conçu avec la participation des partenaires techniques. Je parle des prestataires de services techniques qui fournissent les données climatiques. Nous parlons de l'assureur local, Togo. Nous parlons de la réassurance derrière pour pouvoir apporter le capital qu'il faut pour faire face aux engagements. Il a fallu concevoir un projet où toutes ces parties prenantes ont un rôle à jouer
et viennent avec leur savoir-faire, leur expertise pour un projet commun. Donc, il faut d'abord avoir un projet commun dans lequel toutes les parties peuvent se retrouver et avec des objectifs précis en termes d'impact. Il faut les quantifier. Qu'est-ce que nous voulons faire dans 3 ans? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Donc, un dossier a été conçu dans ce sens et voilà comment tout a commencé. Et nous avons sollicité également des appuis techniques et financiers auprès d'institutions qui peuvent nous accompagner dans le développement des études, dans le développement de la sensibilisation, de l'information et de la conception même des produits. Donc, pour me résumer sur ta première question, il faut d'abord avoir fait une étude, il faut avoir évalué un besoin, il faut avoir quantifié, identifié un besoin et ensuite dresser un projet qui ait du sens et qui apporte une solution concrète à une communauté qui en a besoin et faire appel à toutes les parties prenantes impliquées dans le secteur des assurances publiques et privées pour essayer d'atteindre ces objectifs communs. Merci beaucoup à Koé qui nous parle vraiment avec expérience. Nous savons qu'aujourd'hui, le Togo est réellement en avance donc, par rapport à certains pays de la zone CIMA en matière, donc, bien sûr, d'assurance inclusive. Donc, vous, également, en tant qu'assureur conseil, quels sont, si vous pouvez bien sûr le partager, des conseils que vous pouvez partager. Aujourd'hui, je vois que dans ce webinaire, nous avons des courtiers qui sont là, nous avons également des fintechs, nous avons des insurtechs. Quels sont les conseils que vous pouvez partager avec eux pour qu'ils puissent, comme vous, développer des solutions également inclusives? Est-ce que vous avez des clés, en tout cas, qui ont marché et que vous pouvez nous repartager? Bien sûr, avec l'État, parce qu'il faut derrière un partenariat public-privé. Et est-ce que vous avez aussi des leviers que vous jugez donc nécessaires d'activer pour pouvoir bien sûr atteindre les objectifs? Merci. Oui, Rokhaya, je pense que l'une des clés essentielles, c'est de faire participer les communautés, les bénéficiaires de l'assurance dès la conception même des produits d'assurance. C'est une erreur de concevoir des produits d'assurance dans un bureau et d'aller à 300 kilomètres, à 500 kilomètres de Lomé ou de Dakar et voilà, présenter le produit à ces communautés. Donc, la co-construction des produits d'assurance est nécessaire pour impliquer ces communautés dès le départ. Euh, Personne ne connaît plus qu'elle-même ces communautés, ce dont elles ont besoin. Donc, il faut aller en immersion au sein de ces communautés, comprendre leur vie au quotidien, les flux de trésorerie, les flux des sources de revenus, les fréquences de ces sources de revenus, la périodicité de ces sources de revenus, les risques auxquels ils sont confrontés, et ensuite commencer à évaluer leur capacité financière et ensuite commencer à concevoir. Donc, tout part de la base et vers le haut. Ça, c'est une clé essentielle pour pouvoir parler d'assurance inclusive, de faire un produit qui puisse avoir l'adoption de nos communautés. Le second enseignement que nous avons, que nous tirons, c'est qu'il faut diversifier les partenariats. Euh, le produit d'assurance que nous proposons en tout cas actuellement avec, que nous appelons Farm Cover, est distribué par des agents de crédit, des microfinances et d'autres réseaux de systèmes financiers décentralisés. Pourquoi? Parce que ceux-ci sont déjà au contact des populations et fournissent du crédit pour financer la production agricole. Donc, ces canaux sont des canaux privilégiés pour sensibiliser et pour souscrire à ces produits. D'autres canaux de distribution tels que les fournisseurs de services agricoles aussi sont des canaux que nous avons commencé à utiliser. Donc, il faut ratisser large en termes de canaux de distribution.
Et tout, tout est possible en matière de distribution du moment où vous avez des partenaires locaux, des partenaires qui sont au contact de votre population cible. Il faut les former et ça me permet d'aller sur le troisième point. Il faut digitaliser, il faut avoir des solutions digitalisées pour que ces partenaires puissent facilement distribuer vos produits et que les bénéficiaires puissent rapidement aussi avoir accès aux informations et puissent être pris en charge sur quelle que soit la région où se trouve. Donc, la technologie permet aujourd'hui de pouvoir atteindre les bénéficiaires partout où ils sont sur le territoire et nous permet donc de diffuser des informations, de sensibiliser à distance et aussi permet à ces bénéficiaires d'avoir accès à un centre d'appel où ils peuvent appeler sur un numéro vert et poser toutes les questions dans leur langue locale. Il faut avoir quelqu'un au bout du fil qui comprend la langue locale et qui peut répondre dans la langue locale. Donc, tous ces ingrédients sont nécessaires pour pouvoir euh, avoir de l'impact et progresser dans la mise en place de ces produits d'assurance, de micro-assurance. Le dernier point que j'aimerais soulever, c'est que l'État a un rôle important à jouer. Nous avons pu compter sur non seulement la capacité de l'État avec ses staffs au niveau des ministères de l'Agriculture, par exemple, qui ont des staffs déjà déployés sur toute l'étendue du territoire, qui assistent les agriculteurs dans les conseils agricoles. Euh, c'est de la matière, c'est de la ressource humaine qui peut être mise à contribution également pour les opérations de sensibilisation. Et également, beaucoup de programmes de développement agricole aujourd'hui euh, sont des créneaux, des opportunités pour nous de pouvoir intégrer des assurances agricoles dans ces dispositifs pour un temps soit peu protéger les investissements publics. Nous avons cette année justement travaillé sur deux projets différents avec le gouvernement sur des programmes de sécurité alimentaire et un autre programme de développement agricole. Voilà ce que je peux partager Merci, en termes de réussite. merci beaucoup, David, donc, pour votre partage. Donc, je vois déjà des messages dans le chat. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, après, peut-être que la team Kazaï et peut-être également partager leur point de vue. Mustapha, est-ce que vous êtes là, Monsieur Mustapha Mbengue? Voilà, merci beaucoup hein, donc, de vous connecter. Je précise que Monsieur Mbengue se connecte depuis donc Madagascar. Nous avons donc tout le continent africain, je pense, dans ce call. Donc, Monsieur Mbengue aujourd'hui va parler au nom de Kazaï, donc il représentera sa directrice générale, Madame Ba, qui est malheureusement absente pour des raisons personnelles de santé. Monsieur Ba, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ingénieur agronome sénégalais qui capitalise plusieurs années d'expérience, donc en termes d'agronomie et bien sûr d'assurance, plus précisément d'assurance inclusive. Il a travaillé dans plusieurs projets de développement. Actuellement, il est directeur régional donc, de Kasaï, donc, qui est un cabinet dédié à la formation et à la réflexion en termes d'assurance inclusive en Afrique. Et il pilote également plusieurs projets donc, de résilience sur le territoire africain. Donc, Monsieur Meng donc, nous fera l'honneur également de répondre à quelques questions. Donc, ma première question, Monsieur Meng, sera plutôt orientée. Bien sûr, nous parlons d'inclusion, donc il est important de parler donc, des dames, n'est-ce pas? Donc, je vous poserai la première question qui est En effet. donc menée donc par les femmes donc dans le secteur de l'assurance inclusive donc au niveau de l'Afrique francophone. Merci beaucoup, Rokhaya. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui, Et, c'est bon. Vous pouvez peut-être juste Rokhaya, faites-moi signe s'il n'y a pas de cassure par rapport à la connexion. la connexion n'est pas stable, mais peut-être vous pouvez stopper votre vidéo. Parce que
Faut arrêter. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup, Rokhaya, pour la présentation et aussi pour la question. J'aurais aimé que Mariam soit là pour répondre à cette question et ça allait aussi rendre beaucoup plus inclusif ce panel. Mais c'est un point assez intéressant quand on parle d'assurance inclusive et je vais rebondir là où David vient de terminer en parlant un peu euh, de l'approche même pour la mise en place de ce type d'assurance qui est beaucoup plus orienté client et où il faudrait vraiment partir des besoins du client pour pouvoir adresser un peu ce besoin-là et proposer des solutions adaptées à ces besoins. Et donc, quand on parle des femmes, effectivement, quand on parle d'inclusion, on a tendance à l'orienter femmes et puis jeunes, mais les femmes étaient beaucoup plus, disons, considérées comme bénéficiaires de ce type d'assurance seulement. Mais la tendance montre que elles deviennent de plus en plus même motrices, disons, de ce type d'assurance. En quoi faisant? Dans la collecte même des besoins des clients, on a une cible assez particulière, le plus souvent en milieu rural dans nos pays. Et les femmes sont très souvent constituées en communauté, en association, comme on le sait tous. Et le plus souvent, dans la collecte de ces besoins, les femmes jouent un rôle prépondérant dans cette collecte-là en tant que leader féminine au sein de ces organisations agricoles. Elles participent activement au diagnostic des risques, à l'identification aussi et à la priorisation des besoins parce que aussi, elles jouent un rôle fondamental au niveau des ménages en milieu rural. Oh, malheureusement, la connexion actuellement à Tana n'est pas des meilleures. Donc, nous espérons que Monsieur Meng sera là, sera de retour. Monsieur Meng, vous nous recevez? Alors, vous me recevez là? Oui, là, c'est bon, vous êtes de retour. Allez-y. Monsieur Meng? Alors, vous me recevez? C'est parfait, allez-y. Ok, ok. Désolé, hein, la connexion ici n'est pas si fameuse. Donc, je disais que les femmes jouaient un rôle prépondérant dans le diagnostic des besoins, mais aussi dans la sensibilisation sur le terrain, parce que on parle d'un type d'assurance qui nécessite beaucoup d'accompagnement, de sensibilisation compte tenu de la cible. Et donc, à ce niveau aussi, les femmes, à travers les organisations communautaires, jouent un rôle prépondérant et peuvent euh, faciliter en tout cas, disons, le passage de l'information, la sensibilisation et faciliter aussi la compréhension de ces solutions, telles que les solutions paramétriques, par exemple, auprès des agriculteurs qui sont souvent exposés à ces risques liés au climat. Elle apporte aussi, en tout cas, elle porte des initiatives structurantes. Donc, il s'agit de collecter des données, d'encourager l'épargne, la facilitation à la souscription. Donc, tout ceci, je pense que ce sont des points sur lesquels les femmes jouent un rôle prépondérant en milieu rural de manière générale. Euh, mais aussi, elles influencent aussi les décisions institutionnelles, si on peut dire, parce que on a tendance à avoir de plus en plus certaines unions féminines qui sont de plus en plus consultées pour l'élaboration de produits ou bien la planification même des campagnes. Pour ceux qui sont un peu du Sénégal, je peux donner l'exemple d'une dame, Nimna Diaité, qui est la présidente de la Fédération nationale des producteurs de maïs au Sénégal qui est très souvent consulté pour que ce soit les projets de développement, mais aussi à l'initiative des produits d'assurance inclusive. Donc globalement, on peut dire qu'elle porte aujourd'hui des initiatives de plus en plus reconnues et impactantes, tant dans le secteur sur le plan technique, mais aussi opérationnel à travers différents niveaux, disons, de positionnement. Donc, je m'en arrête là pour le moment pour ce point. Merci, frère.
Comment est-ce que ces braves dames également assurent-elles au quotidien donc la contribution à la conception de ces produits innovants, à la distribution sur toute la chaîne de valeur? Hmm. Oui, je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà dans le diagnostic, parce qu'il faudrait comprendre réellement les besoins et surtout le quotidien de ces populations vulnérables. Donc, on peut les avoir, par exemple, avec les chefs de ménage et autres, mais le plus souvent, c'est avec les dames qu'on parvient à faire ressortir la réalité, le vécu réel de ces populations-là. Et donc, à ce niveau déjà, elles jouent un rôle prépondérant. Elles apportent, en fait, une compréhension plus profonde même de la gestion quotidienne de ces ménages-là. Et cela facilite, en fait, la conception, disons, l'orientation même du développement de ces solutions pour ces populations. Donc, les produits aussi sont de plus en plus adaptés grâce à cette perspective féminine. Donc, ce n'était pas très fréquent, mais de plus en plus, on a tendance à susciter un peu la fourniture de solutions un peu genrées pour cibler un peu cette gente féminine. Donc là aussi, selon les rôles qu'elles peuvent jouer, je donne l'exemple du Sénégal, mais aussi dans d'autres pays, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, ou dans certaines zones, ce sont les femmes qui sont en lead même sur l'activité agricole, par exemple. Donc, ça, c'est déjà un point important. Donc, dans certaines zones, ce sont les femmes qui gèrent même, que ce soit les semences agricoles, la trésorerie domestique. Et donc, ce statut-là leur permet en fait d'orienter un peu la conception de ces produits-là pour pouvoir répondre à un réel besoin. Donc, au niveau de la distribution aussi, pareil, à travers les relais qu'elles peuvent constituer au niveau de leur localité et surtout les instances de discussion qu'elle organise le plus souvent. Donc, ce sont des instances qui peuvent être vraiment utiles pour la diffusion de l'information, mais aussi, disons, la distribution de ce type de produits. Parce que ce sont des instances où la confiance règne et que nous le savons tous, hein, je pense que Luc l'a mentionné tout à l'heure, l'un des éléments dont souffre l'assurance de manière globale, hein, c'est la confiance. Et en assurance inclusive, cet élément est hyper important. Et à travers les dames, je pense que ça peut être un tremplin pour pouvoir favoriser cette distribution. Enfin, il y a l'adoption, une adoption boostée par la pédagogie et la crédibilité. Donc, euh, à travers cette adhésion collective, le plus souvent, je pense qu'il y a eu tout récemment une petite expérience où c'était dans le cadre d'un exercice hein, de collecte de données. On a essayé d'enquêter une dame au niveau du Sénégal, par exemple, au niveau du village artisanal de Soumbédioune, où pour pouvoir lui proposer une solution d'assurance, elle n'a pas voulu vraiment s'exprimer parce que le président d'association n'était pas là. Donc, pour montrer un peu euh, si on peut dire fraternité ou sororité, qu'on peut dire, qui est vraiment forte et surtout sur lequel on peut s'appuyer pour faciliter la distribution de ce type d'assurance. Donc, en résumé, leur implication n'est donc pas seulement, comme on dit, nice to have, ben, c'est un accélérateur essentiel hein, de conception inclusive, mais aussi de distribution efficiente et l'adoption durable de l'assurance inclusive. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Meng, donc, pour ces exemples concrets. Rapidement, vu que votre connexion n'est pas stable, est-ce que vous avez des défis que vous avez identifiés donc, au niveau donc, de la distribution, au niveau en tout cas de l'accès à l'assurance inclusive chez nos braves dames? Pardon, tu peux reprendre, s'il te plaît, c'était un peu saccadé de mon côté. Il y a des défis. Est-ce qu'il y a des défis que tu as identifiés donc, au niveau de l'accès, la distribution de l'assurance inclusive chez nos braves dames? Oui, oui, il n'en manque pas parce que je l'ai mentionné tout à l'heure. euh, on a peut-être une tendance actuelle d'orienter, disons, la fourniture de solutions d'assurance inclusive au niveau de la gente féminine. Mais si on voudrait faire aujourd'hui une cartographie
au niveau, disons, régional même, on n'allait pas avoir quelque chose d'assez conséquent. Donc ça, c'est un premier point. Mais en tout cas, une des premières difficultés, c'est la faible connaissance et surtout la compréhension de l'assurance. Donc, beaucoup de femmes en particulier en milieu rural ne comprennent pas le fonctionnement véritable et donc d'où la nécessité de cet accompagnement-là continu, l'éducation financière et surtout la formation pour leur favoriser en tout cas la connaissance et plus la compréhension de ce type d'assurance. L'autre contrainte, c'est la contrainte financière et surtout liée à la saisonnalité des revenus. Donc, on le sait, hein, dans nos pays, surtout en milieu rural, euh, la vie est tributaire un peu de l'activité, disons même agricole, si on peut dire entre guillemets. Et donc, ce qui fait qu'il y a des périodes spécifiques où ils ont de la ressource pour pouvoir, en tout cas, euh, être en mesure de se payer une assurance. Donc, le revenu irrégulier, la pauvreté, les priorités de dépenses surtout par rapport à l'alimentation, à la scolarité des enfants. Donc, rendre le paiement des primes parfois un peu difficile. Donc, ça aussi, c'est une difficulté. Il y a la barrière aussi d'alphabétisation euh, qui est un peu lié à ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'éducation financière. Le manque de données, le manque de données genrées, là aussi, bon, on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que c'est un élément sur lequel peut-être Luc va y revenir. La réglementation euh, pourrait aider parce que, bon, si on le prend de manière générale, nos assureurs ne sont pas vraiment focus sur ces données un peu, disons, entre guillemets, déjà agrégées sur le genre, etc. Mais je pense que ce sont des éléments sur lesquels, ce n'est peut-être certaines initiatives portées par des organismes internationaux. On n'a pas tendance à trouver ce type de données-là dans la documentation. Donc là aussi, c'est un élément qui constitue une difficulté. Enfin, il y a les normes sociales et surtout les obstacles juridiques, si on peut dire. Donc les normes qui limitent un peu la mobilité parfois, la propriété aussi par rapport à l'acquisition de la terre, etc. Donc tous ces éléments, je pense que la liste n'est pas exhaustive, mais je pense qu'on peut retenir ces éléments-là comme obstacles, en tout cas les défis auxquels peuvent faire face les dames quand on parle d'assurance inclusive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mbeng. Je pense que vos défis nous permettent de voir plus clair. On fait une belle transition. Luc, Hmm. on vous passe la parole pour que vous puissiez, vous également, bien sûr, hein, au niveau de la régulation, nous dire quels sont les défis que vous avez bien sûr identifiés. Merci. Alors, le tout premier défi, à mon avis, c'est celui même de la formation. Je vais dire ça pour englober dedans ce qui me semble être un problème même. Très souvent, quand on a ce type de réunion, de discussion, on tombe très vite dans des malentendus. Des malentendus parce que, bon, beaucoup plus côté régulateur, je vais parler côté régulateur où j'ai passé du temps. Tu peux avoir quand même le sentiment, avec beaucoup de peine, que beaucoup de superviseurs ont besoin davantage de comprendre, d'être formés. Je ne veux pas dire seulement sensibilisés, mais d'être vraiment formés aux réalités de la population à protéger, la population exclue, la population vulnérable. Donc, je mettrais aujourd'hui ce besoin de formation, de renforcement des capacités des régulateurs au premier niveau, parce qu'il englobe aussi bien la compréhension des enjeux de l'assurance inclusive que la compréhension des mécanismes suffisamment subtils. Je disais lors d'une conférence de la FANAF, la Fédération africaine des sociétés d'assurance de droit africaine, que très souvent on a parlé d'éducation financière parlant de la population, mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il faut plutôt que les acteurs de l'assurance, y compris ceux de la régulation, les acteurs clés, aillent à l'école des populations exclues pour comprendre comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent. Tout à l'heure, j'étais très content d'écouter Ahmad prendre l'exemple d'une dame qui
a refusé de signer un document parce qu'il n'y avait pas sa présence. Donc, il y a cette crise de confiance, c'est parce que je pense que les régulateurs, les assureurs de manière plus large, ne comprennent pas très bien les mécanismes ou comment fonctionnent les acteurs du secteur exclus actuellement de la microassurance. Et on peut peut-être profiter pour rappeler que autant dans l'assurance traditionnelle, on mettra l'accent sur la formation, la compréhension des techniques, des produits, autant dans la microassurance, on devrait mettre l'accent sur la compréhension du client davantage, la compréhension du client de son environnement, de son écosystème pour pouvoir l'accompagner. Le deuxième défi que je vais rappeler ici, je pense que David l'a un peu soulevé dans son intervention, c'est la question des infrastructures globales, mais je vais m'appesantir sur les infrastructures de paiement. Vous savez, dans le cadre du Code CIMA, un des gros problèmes que nous avons eu et qui a amené à la réforme de l'article 13 sur le paiement de la prime, c'était que beaucoup de compagnies d'assurance se sont retrouvées dans des situations de difficultés de trésorerie parce que elle avait de la peine à recouvrer les primes d'assurance. Et donc, ça faisait plusieurs années. Et puis, plusieurs compagnies, d'ailleurs, ont dû déposer la clé sur le paillasson à cause de cette question de paiement des primes. Donc, je pense qu'ici, on parle quand même des micro montants souvent. Et pour que cela ne pèse pas finalement, en fin de compte, sur l'assuré, qui ici est une personne à faible revenu, je crois qu'il faut que nous évoluions, qu'il y ait vraiment des dispositifs qui permettent de collecter les primes d'assurance et donc aussi de payer les sinistres à un coût qui revient, qui reste raisonnable pour toute la chaîne de valeur. Donc, je pense, et je crois que beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens-là avec, et ça emporte sur la question que j'ai vue dans le chat sur la promotion ou l'encadrement des prestataires de services techniques qui sont également en même temps une solution, mais un défi parce qu'il faut trouver la bonne façon de les encadrer, d'encadrer ces prestataires qui viennent justement aider avec la technologie, dont David parlait de digitalisation. C'est un bien beau mot, hein, et tout le monde l'embrasse avec sa perspective, mais le pari ici, c'est de se dire la digitalisation peut permettre d'accroître l'accès à ces populations peu ou mal servies, desservies, mais à un coût qui reste optimal, qui permet de garder le coût de l'assurance à la portée des populations à faible revenu. Je vais citer deux autres comme ça, mais il y a plein de défis, hein, et chaque régulateur qui parlerait ici vous en donnerait au moins deux ou trois, mais je vais ajouter à ces défis celui simplement de... Bon, on a parlé un peu plus tôt de l'innovation. Je l'ai embrassé dans la question je l'ai embrassé dans la question de la formation. J'ai entendu parler, et ça, je prends ça à mon compte, la question des données. La disponibilité des données et la qualité des données est un défi que beaucoup de régulateurs ont, des assureurs même d'abord, mais les régulateurs aussi. Et ça rejoint d'une certaine manière la question de la digitalisation, de l'informatisation. Comment est-ce que les données sont collectées sur le terrain par les assureurs, les différents acteurs, et comment ils sont justement analysés. Et lorsque je parlais de formation aussi tout à l'heure, ça c'est plus large. Vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de terrain, il est vraiment question de voir comment capitaliser ces innovations technologiques pour résoudre ces problèmes-là et ne pas considérer l'intelligence artificielle comme un concurrent de l'être humain, mais plutôt comme un complément. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut se former ou former les régulateurs pour faire un usage optimal de la technologie, incluant
l'intelligence artificielle pour avoir la donnée. Et je termine par là, on sait bien que qui a l'information a le pouvoir. Donc, si on a la bonne information au bon moment, de manière suffisamment élaborée, on peut prendre les décisions les plus appropriées pour le développement de l'assurance inclusive dans les pays francophones africains. Merci beaucoup, Luc, pour l'intro. Je précise également que le Microinsurance Network a organisé ce webinaire pour que vous puissiez également, comme vous l'avez dit, mettre en avant ces défis que nous connaissons tous. Et je pense que notre mission également au niveau du Microinsurance Network, c'est de contribuer au renforcement de capacités, que ce soit des régulateurs, que ce soit donc des assureurs, que ce soit des institutions de microfinance. Et en parlant de données, justement, je pense qu'au début, le directeur exécutif a parlé donc de l'état des lieux, donc de landscape que nous partageons. Et que c'est des études que nous faisons chaque 2 ans. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas pu même vous présenter des données au niveau de l'Afrique francophone parce que malheureusement, on n'a pas assez de personnes qui répondent à nos enquêtes. Donc, je profite pour lancer un appel, en tout cas à contribution, à mobilisation, pour vous dire que dans très très bientôt, au plus tard au mois de mai, vous pourrez recevoir donc des questionnaires que vous pourrez renseigner. Et je précise que c'est à l'issue de l'analyse qui est faite, bien sûr, de vos réponses que nous pourrons vous proposer également des données fiables, en tout cas en termes d'assurance inclusive et d'initiatives qui se font au niveau des différentes régions. Donc, merci également pour cette information et j'espère en tout cas que vous pourrez tous nous aider dans vos pays respectifs à passer l'information, à relayer ce questionnaire. En tout cas, je suis là pour ça. Donc, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, je reste joignable. Transition étant faite, Monsieur Akwe, je vous passe la parole donc pour que vous puissiez, si possible, en 3 minutes, me relever les défis que vous avez eu à avoir donc tout au long de votre parcours. Merci. Oui, merci Rokaya. Je dirais numéro un, c'est la faible pénétration de l'assurance en général dans nos pays. Donc, la méconnaissance même de l'assurance, 90% des ménages que nous avions interrogés en début de projet dans notre étude de faisabilité n'avaient jamais entendu parler d'assurance agricole. Donc, le défi était grand. La sensibilisation a fait partie, je dirais, 75-80% de notre activité a été orientée vers l'information et la sensibilisation. Et c'était un défi. Le second défi, c'est celui du côté financier. Comment trouver le juste équilibre entre un produit d'assurance qui puisse fournir des indemnités satisfaisantes à un prix, à un tarif qui soit accessible aux populations. Donc, c'était un autre défi, celui de la capacité financière de la population cible. Euh, Nous avons pu, grâce peut-être à ces partenariats avec des institutions financières, contourner un tant soit peu ces défis en préfinançant les primes d'assurance au travers des crédits, ce qui a facilité l'accès aux produits. Pour terminer, peut-être, je ne les citerai pas tous, mais l'un des défis rencontrés également, c'est le coût des services digitaux et de communication, de télécommunications. Lorsque vous avez un centre d'appel que vous devez appeler des agriculteurs pour communiquer, c'est à la minute que vous êtes facturé. Et lorsque vous évaluez les coûts euh, pour ces services de communication, et que ce soit celui de l'Internet et tout ça, quand vous le mettez dans vos frais de gestion, ça peut avoir un impact également. Donc, je dirais, les défis, quelques-uns des défis que nous avons rencontrés par rapport à notre projet ici au Togo. Merci beaucoup, David. Mm. Rapidement, maintenant, je vous remercie en tout cas pour votre contribution.
Nous avons quelques questions que j'ai eu à relever au niveau de la partie questions-réponses. Donc, Monsieur Ismaël Adjata, merci pour votre question. Monsieur Diatta donc, demande quels sont les écueils pour le développement de l'assurance inclusive en zone CIMA. Monsieur Meng, vous pourrez prendre cette question? Oui, avec plaisir. Alors, nous avons parlé tantôt, je pense que la question de la donnée est revenue très souvent. Donc, ça fait partie des premiers éléments à prendre en compte. Quand on parle de la donnée, je me tourne beaucoup plus, disons, par rapport à l'assurance agricole. Je pense que David peut en témoigner. Dans nos pays, pour toucher, en tout cas, la cible qui représentent la majeure partie de notre population, il faut passer d'abord par leur activité de base qui est l'agriculture. Et donc, pour développer des produits couvrant cela, donc on est toujours confronté à l'accès à la donnée de qualité, la donnée fiable. Donc ça aussi, je pense que c'est un des vrais défis à relever. L'autre, c'est la formation, la sensibilisation. Il n'y en aura jamais assez. On trouve toujours des alternatives, comme David l'a dit, par rapport à la digitalisation, etc. Mais il faudrait encore plus, et moi je dirais même, il faudrait beaucoup plus une intervention de nos États à ce niveau-là pour favoriser, en tout cas, pour pouvoir toucher une masse critique, parce que c'est en cela que peut-être ce type d'assurance pourra pénétrer encore beaucoup plus dans nos pays. Peut-être, il y en a d'autres, hein, mais je vais m'en arrêter là. Peut-être David pourra compléter après Luc aussi. Merci. Merci beaucoup. Peut-être Luc, je pense que vous avez une question ici. Par rapport à la réglementation, on vous demande est-ce que le marché de l'assurance inclusive est réglementé dans nos zones et comment peut-on inciter nos compagnies à y adhérer? Oui, je vais dire oui. Je peux parler pour l'espace CIMA. Je peux parler aussi pour le Ghana qui est en sandwich entre les pays de la zone CIMA qui fait figure de bon exemple souvent en matière de réglementation. Et je profite pour répondre aussi à une autre question qui était dans le chat, qui demandait s'il y a une contradiction entre la réglementation de l'assurance classique et la réglementation de l'assurance inclusive ou de la microassurance. Non, je l'ai dit en introduction, les principes de base de l'assurance qui sont des principes universellement ou communément admis au niveau de l'Association internationale des contrôleurs d'assurance. Et je vais aussi prendre Renata qui joue la police sur les termes depuis quelque temps. Il me rappelle les mots qu'il faut utiliser. Effectivement, il y a 20 24 principes qui sont aujourd'hui adoptés par l'AICA, parler en français. En anglais, ce serait l'IAIS. Les autorités de contrôle sont unanimes que ces principes s'appliquent partout et devraient être appliqués par toute autorité de contrôle. Maintenant, en appliquant justement aussi le principe de proportionnalité qui veut que on tienne compte de la taille, de la complexité et, comme je l'ai dit, du profil de risque de l'assureur que nous avons en face de nous. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la réglementation ou la régulation et la supervision de manière plus large de l'assurance traditionnelle et celle de l'assurance inclusive. Il y a juste, comme on l'a dit tout au long de cette discussion, la nécessité d'adaptabilité, de proportionnalité. Oui, dans les zones des pays francophones, il y a bien une réglementation de l'assurance inclusive. La critique qu'on peut faire et qu'on a peut-être raison de faire, c'est que souvent, cette réglementation, au lieu de promouvoir l'inclusion financière, parfois apparaît comme un frein. Parce que l'idée de proportionnalité voudrait juste que, justement, cela, à la fin de la journée,
facilitent ou promeuvent le développement de l'assurance inclusive. Mais certaines réglementations, euh, et on est en chantier, on est en réflexion permanente, mais certaines réglementations, pour l'instant, ont peut-être tendance à plutôt freiner et à rendre plus difficile l'accès à l'assurance à ces couches exclues. Donc, la question est tout à fait pertinente au, à l'observation, au constat de ce qu'on voit dans certaines réglementations qui, au lieu de promouvoir, parfois rendent plus difficile l'accès. Mais la réponse est simple, oui, il existe bien une réglementation de l'assurance inclusive dans les pays francophones. Merci beaucoup, Monsieur Luc, pour la précision. Et peut-être rapidement, hein, Monsieur Akoui, je vous repasse la question sur comment est-ce que vous définissez les personnes vulnérables et comment est-ce que vous assurez leur couverture au quotidien? Pour conclure, merci. Une personne vulnérable, c'est pour moi une personne qui euh, est confrontée à des risques auxquels elle n'a pas de ressources pour les atténuer. C'est également, ce n'est pas forcément aussi une personne qui n'a pas, qui a un revenu faible. Une personne vulnérable également peut être une personne qui a un revenu assez, on va dire un revenu moyen par exemple, mais dont l'activité ou les risques sont d'une exposition assez importante et qui n'a pas en face d'elle des solutions d'assurance adaptées. On va parler des populations mal desservies par les systèmes d'assurance classiques. Il y a des pans de l'activité de l'économie de nos pays qui sont assez dynamiques, mais qui n'ont pas de services d'assurance adaptés à leur réalité. Donc, c'est vrai, on parle de revenus faibles, mais également, c'est aussi des opérateurs économiques qui n'ont pas de solution d'assurance qui répondent vraiment à réduire les risques auxquels ils sont confrontés. Donc, ils sont aussi vulnérables. Merci pour les précisions. Je pense qu'on a fait le tour. On a 16 minutes en plus. C'était censé être 1 heure de temps. Mais bon, on a débordé un tout petit peu. Je vous remercie en tout cas d'avoir été patient et d'avoir bien voulu répondre à nos questions, également aux questions des participants. Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous adresser un mail. Et avant que je n'oublie, étant donné que nous sommes en décembre, donc c'est la période de Noël, mes Mhm. Père Noël ici présents ont décidé de vous offrir un cadeau, donc que je vous enverrai demain au plus tard. Donc, il faut bien surveiller vos boîtes mail. On vous enverra en tout cas la liste. En tout cas, je vous enverrai les 3 présentations qui ont été faites de manière écrite. Ça, vous aurez le temps, en tout cas avant Noël, de bien consommer, de bien lire. Et n'hésitez pas, nos contacts, ils sont à nous adresser des mails, à nous écrire directement. Nous sommes là pour vous. Et n'hésitez pas, et j'espère qu'avec vous, nous contribuerons réellement, en tout cas, au développement de l'assurance inclusive en Afrique francophone. Je compte sur vous et je vous lance ce challenge. Matt, je vous repasse la parole. Merci. Merci beaucoup, Rokaya, et merci à nos intervenants, David, Luc et Mustapha. Je vous remercie beaucoup pour ces discussions. Euh, Juste peut-être quelques mots sur ce qui m'a frappé. J'ai beaucoup aimé la tropicalisation de l'assurance que vous avez dit, Luc. Je pense que je vais garder ça pour d'autres fois. David, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur voir la science à travers la réalité des clients. Je pense que cette approche client-centric est vraiment importante. Et ce que Mustapha a soulevé au niveau des manques de données, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille tous sur ça. Rokai a mentionné notre programme sur l'état des lieux. Donc, je vous remercie encore une fois et bonne fête. Et j'espère à bientôt et j'espère qu'on se verra à Lomé fin mars, le 25 à 26 mars à Lomé. Merci beaucoup et bonne Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.